C'est donc ça, la vraie désillusion. Celle d'abandonner ses rêves sans émotion, de quitter la scène sans larmes et sans pleurs, de rendre les armes sans combattre, sans même une lueur. Pour les Diables Rouges et la plus belle de leur génération, de quitter la scène sans seum, mais avec friction. Pour d'autres, de ne même plus diffuser la peur ou le frisson, sur le terrain comme sur la nuque de Battiston. Et alors cette question. L'Allemagne est-elle encore vraiment l'Allemagne ? Tel un ogre du foot mondial qui a perdu sa hargne, un glouton habitué à savoir avant tout gagner, mais qui au fil des années en a perdu son identité. Le sacre de 2014 en trompe l'œil comme un virage d'une génération qui ne ressemblait déjà guère plus à ce que disait l'adage. Le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Alors certes, c'est vrai pour ce soir, mais à la fin, c'est surtout l'Allemagne qui perd son âme. 12 ans minimum désormais avant de retrouver les matchs à élimination directe, ou de sombrer, comme l'Italie, autre géant qui, après avoir soulevé la coupe et son sacre de 2006, avait aussi connu 2 éliminations en phase de groupe. Avant de ne même pas faire le voyage en Russie puis au Qatar, de gagner un euro avec un style à contre-courant de son histoire. Alors au fond, c'est peut-être ça la perte d'identité, de diluer son âme dans un style globalisé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle quotidienne de 11e art spéciale Coupe du Monde. On les compte même plus, on vient de vivre une soirée complètement folle hier avec la qualification du Japon et de l'Espagne. On avait même un temps pu croire que le Costa Rica allait aussi faire la nique à l'Espagne. Bref, une soirée comme seul le foot peut nous en offrir. Et ce soir, à mes côtés, 2 esthètes. Il y a encore 2 ans, il pensait que le Parc des Princes était un grand square où ses parents lui donnaient au goûter ses biscuits au chocolat préférés. Et maintenant, il s'inquiète à la fin du mondial de voir débarquer le fameux stade 974 des containers à Paris pour y installer le PSG. Zach, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien et ce parc, que tu appelles le Parc des Princes, j'ai quand même l'occasion d'y aller de temps en temps, donc je suis quand même très content, tu vois? C'est un parc assez sympa, ouais. Je le recommande. Mais ouais, je sais. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, toi, c'était plutôt les Princes version biscuits chocolat au parc. T'as bien changé. Et à ses côtés, quant à lui, il se réjouit de l'élimination de la Tunisie, branche sa télévision algérienne les jours de match du Maroc pour éviter de connaître les résultats des flamboyants lions de l'Atlas. Bilal, comment ça va ? Écoute, ça va super bien, surtout que le Maroc s'est pas du tout qualifié aujourd'hui. Ouais, voilà, Je mais, n'y mais il y a rien. Il y a eu qu'un seul groupe aujourd'hui, non ? Ouais, Ouais, il me semble bien, ouais. Putain, les Belges qui sont sortis, tu te c'est rends ça. compte? Mais finalement, on va quand même en parler du Maroc. Messieurs, petite question. On va commencer par toi, justement, Bilal, puisque tu es en train de parler. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée d'hier, donc cette journée de jeudi, avec la qualification du Maroc, l'élimination de la Belgique et de l'Allemagne notamment ? Allez, je te laisse la parole. Bah, écoute, en vrai, il y en avait de partout, hein. Franchement, des scénarios fous, Bon, tout on ce qu'on dirait un titre voulait, pour un autre type de film, ça, quand même. mais ouais, je pense que si Le tu dit quoi? Il y en avait partout, on aurait cru un autre titre de film, mais vas-y. Ouais, mais t'inquiète, ça c'est après. Mais du coup, ouais, non, je pense que je vais retenir un seul truc parmi toutes ces belles choses. C'est, à 20 minutes de la fin, voir le Costa Rica et le Japon qualifiés virtuellement. Ça, vu le groupe en question avec l'Allemagne et l'Espagne, je connais pas grand monde qui aurait misé une piécette sur ce scénario, donc rien que pour ça, c'était un gros kiff. Ouais, honnêtement, je sais pas si vous le partagez, mais j'ai eu un peu cette sensation que l'Espagne a joué à se faire peur en voulant absolument peut-être être deuxième, permettre au Japon d'être premier pour éviter le Brésil en quart, pour éliminer un gros quand même qui est l'Allemagne en compétition. Et finalement, ils se sont tellement calculés qu'ils se sont quand même fait peur sur 5-6 minutes là. Donc ils sont bien sortis, mais ils ont été un peu, je pense ils ont un peu bégayé à un moment. Après, je sais pas si à ce niveau-là, tu peux te permettre quand même de calculer, mais après une chose est sûre, c'est que la situation de deuxième, c'est plutôt pas mal pour eux finalement. Bah ouais, le Maroc a montré en poule qu'ils étaient au-dessus de la Croatie, mais je pense que ça va être le premier et le deuxième où l'écart était peut-être le plus faible. Je pense qu'ils sont pas forcément perdants en évitant le Brésil en quart, donc écoute, ouais, c'est peut-être un move calculé, mais je pense qu'ils sont quand même un peu fait peur. Zach, qu'est-ce que tu retiens toi de cette très très belle journée de foot ? Bah, comme Bilal, je dirais que les 4 matchs, sont à retenir. Mais, vu il a pas l'air très décidé à en parler, moi je vais quand même parler de la qualif du Maroc. Qui a fait un très gros match et franchement ça fait plaisir de les voir finir premier du groupe. Je trouve que c'est totalement mérité. Ça a été un peu plus compliqué sur la fin, là, en deuxième mi-temps avec des Canadiens qui ont pas mal poussé alors qu'ils étaient déjà éliminés, mais franchement ils ont su garder le score et peut-être une surprise, hein, quand on voit la surprise de ce soir, on sait jamais.
Ouais, exactement. Bon, on va se plonger un petit peu dans cette journée de vendredi, les deux derniers groupes. La dernière journée de phase de poule, on attend encore les derniers qualifiés. Justement, Bilal, un des premiers matchs de la journée, c'est ce groupe, et notamment cette confrontation entre le Portugal et la Corée. Tu venais nous parler un petit peu plus précisément de cette équipe de Corée du Sud et notamment d'une spécificité de cette nation. Yes. Bon, je dois en premier lieu vous avouer quelque chose quand même. J'étais parti pour vous parler de mon Portugal chéri, mais comme j'ai vu que mes 2 dernières chroniques qui parlaient du Canada et de l'Arabie Saoudite avaient donné lieu à 2 défaites de ces équipes, j'ai donc changé d'avis et donc oui, mes chers Flo et Zach, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la Corée du Sud et de son service militaire. Et pourquoi je vais vous en parler? Petit contexte. Corée du Sud-Ghana, hymne national de la Corée. Un ancien de notre cher Ligue 1, El Famoso Kwon Chang-un, oui, top l'accent, effectue un salut militaire. Il en fera d'ailleurs de même lors de sa sortie à la 56e minute, et ce geste a évidemment une raison. En effet, notre cher ami est actuellement en train de réaliser son service militaire, coupant plus ou moins court à sa carrière de footballeur. Enfin, en réalité, ça, on y reviendra plus tard. Dans un premier temps, on va déjà évoquer les règles de ce fameux service militaire en Corée du Sud. En conflit avec son voisin du Nord, le pays du matin calme maintient encore obligatoire le service militaire. Il est profondément ancré dans la culture coréenne et fait notamment partie des 4 devoirs constitutionnels avec le travail, l'éducation et les impôts. Et tenter de passer outre est très mal vu. Globalement, tous les hommes valides ayant entre 18 et 30 ans doivent servir dans l'armée sud-coréenne pendant une durée comprise entre 18 et 24 mois, selon le corps de l'armée qu'ils rejoignent. Et pour ne rien faciliter, ce service militaire est réputé pour sa dureté. Quelques semaines d'entraînement sont obligatoires avant de rejoindre son affectation. Pour certains, rejoindre l'armée est une grande fierté, mais pour d'autres, ça ressemble plutôt à un enfer. En effet, de nombreux témoignages font état d'une grande violence psychologique. Les anciens mettant à l'épreuve les jeunes recrues, des injures à tout va, des repas en quelques minutes, des nuits écourtées à foison, bref, l'armée j'ai l'impression. Mais ça peut aller aussi plus loin, avec des histoires de jeunes décédés lors d'un entraînement de résistance à la torture, ou encore l'histoire d'un jeune Coréen de 20 ans jugé trop lent et qui aurait succombé sous les coups de ses camarades après avoir, pendant un mois, été obligé de manger son dentifrice, son propre vomi, ou encore empêché de dormir. Bref, ambiance. Il existe cependant des conditions d'exemption à ce service militaire, soit pour les personnes déclarées inaptes lors de l'examen médical, donc condition mentale ou physique, ou alors pour les personnes possédant un casier judiciaire ou appartenant à un gang. Par le passé, il existait d'ailleurs 2 autres cas qui permettaient d'être exemptés du service, le fait d'être homosexuel ou alors tatoué. Mais bien heureusement, ces règles ont été supprimées. Bref, revenons au foot. On se rappelle tous de Heung-min Son, l'attaquant star de Tottenham qui devait faire son service militaire comme les autres, mais qui finalement n'avait eu qu'à faire 3 semaines de formation militaire et 500 heures de travaux d'intérêt généraux. Alors, comment avait-il fait pour se débrouiller? Eh bien, c'est simple. Il existe une dérogation pour les athlètes ayant remporté des médailles aux Jeux Olympiques ou à des compétitions majeures en Asie. Ainsi, en remportant la médaille d'or des Jeux Asiatiques 2018 en Indonésie avec sa sélection, il avait pu être exempté de ce long service militaire pour le plus grand bonheur des Spurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait été désigné comme l'un des 5 meilleurs élèves de son unité des Marines, corps réputé comme étant le plus dur de tous, solide le Son. Pour reparler de Kwon Chang-un, non, mon accent ne s'est pas amélioré. Lui réalise bien la totalité de son service militaire et il a même rejoint en décembre 2021 le club de Gimcheon Gwangju, un club bien particulier car il abrite en son sein uniquement des joueurs professionnels issus de l'armée. Les joueurs y sont prêtés le temps de leur service militaire, la seule condition étant d'avoir évolué au moins 6 mois en K-League, la première division coréenne, au cours de sa carrière. Ce club, qui d'ailleurs est un club omnisport, a longtemps fait l'ascenseur entre la première et la deuxième division, notamment du fait du turnover important de son effectif, et est actuellement en K-League. Il permet aux joueurs de bénéficier d'installations de grande qualité, et donc en parallèle de leur service militaire, de se maintenir en forme et de rester compétitifs pour la suite de leur carrière, ou encore de participer à la Coupe du Monde comme on le voit. D'ailleurs, notre ami Kwon Hang-soon retournera bien dans son club des Suwon Blue Wings à la fin de son service militaire, soit à la fin de la saison 2022-2023. Enfin bref, je tiens quand même à vous rassurer pour finir, il n'y a pas que les footballeurs qui sont concernés, mais bel et bien également les stars de K-pop, comme le fameux groupe BTS qui effectue actuellement son service militaire. Eh bien, merci beaucoup, Bilal. Bilal, il a vraiment pris tous les risques pour son corps, pour sa langue, pour sa salive, de se jeter dans la fosse au lion et d'essayer de balancer autant de noms coréens. Je pense qu'un certain commentateur aurait pu dire qu'au-delà de la tête des joueurs, il y a rien qui ressemble plus à un nom coréen qu'un autre nom coréen. Mais merci beaucoup, Bilal, pour cette chronique très intéressante. J'ai tellement galéré, t'imagines même pas. On a vu ça, mais c'était très, très Pour vous intéressant. rassurer, il est toujours en vie.
Ouais, il est toujours en vie. On espère. On va quand Après même aller prendre quelques un petit petites peu son pouls. quintes de tout quand même. Parce qu'on ouais, on sent qu'il y a eu quelques quintes de tout. Et ben on va rester sur ce même match, les gars. On va rester sur ce Corée du Sud Portugal décisif pour la qualif, et on va retrouver Thibaut Leplat qui va nous parler de Cristiano Ronaldo et de son dernier match, et notamment son but. Alors on va pas dire refusé puisqu'il ne lui a jamais été accepté, mais du but que lui réclame en tout cas. Allez, on retrouve Thibaut tout de suite. Comment ça va Thibaut aujourd'hui? Bah ça va, écoute, fin du premier tour là, donc les choses sérieuses commencent. Et puis t'as ouvert ton petit calendrier de l'avant ou pas? J'hésite entre chocolat ou pas chocolat, c'est encore une controverse qu'il faut que je règle à la maison. Très bien. Bon, sans transition, t'as voulu nous parler un petit peu de Cristiano Ronaldo et de son but volé. Eh oui, ainsi donc Cristiano Ronaldo aurait volé un but. C'était pendant le match contre l'Uruguay lundi soir. Bruno Fernandes tente un centre du droit dans la surface vers le buteur portugais qui s'approche du ballon, l'effleure suffisamment pour tromper Sergio Rochet, le gardien uruguayen. Bon, sur le moment, on est sûr qu'il y est pour quelque chose. On l'a tellement vu en marquer des buts comme ça. Cristiano qui traîne, qui saute par-dessus tout le monde, Cristiano qui crie, qui montre ses muscles. On connaît le rituel. Cristiano ensuite qui se tourne vers le poteau de corner pour sa célébration signature, star des cours d'école élémentaire et des plateaux U9 le week-end. Sûr. Sauf que là, en fait, non. Cristiano a beau avoir bien célébré le but avec ses camarades, j'ai bien regardé, pas de siou. Au fond de lui, je crois que c'est l'auteur qui parlait. Pas question de signer le but d'un autre. Effectivement, puisque le but a finalement été accordé à Bruno Fernandes par la FIFA, son désormais ex-coéquipier à United a même d'ailleurs inscrit un doublé. Cristiano, c'est un peu comme Notre-Dame ou la Joconde, en fait. On l'a tellement vu, on est tellement passé devant tous les jours, qu'on n'y fait même plus attention. Il faudrait un incendie ou de la sauce tomate pour qu'on se rappelle qu'il est indispensable. Rendez-vous compte un peu. Vous, les millennials, ça fait 20 ans que vous regardez le football, à peu près, en gros. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que vous n'ayez pas connu le football d'avant Cristiano. Depuis 2003, c'est-à-dire depuis 20 ans, le temps d'une génération, donc la vôtre, il est omniprésent. Alors, pour se donner une impression du temps qui passe, rien de tel que de se remémorer la compo portugaise en finale de l'Euro 2004, dans laquelle il était déjà titulaire. Ricardo, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Andrade, Miguel, Costinha, Malice, Figo, Deco, Ronaldo donc et Paoletta. On parle donc d'un joueur qui a évolué sur le même terrain que Figo et Paoletta. Ce même homme est toujours titulaire aujourd'hui aux côtés de João Félix et Bernardo Silva. On ne se rend pas compte du monument qu'on a sous les yeux. Bon, mais le problème avec les monuments vivants, c'est qu'ils n'ont que deux options avant de disparaître. L'option Marlon Brando ou l'option André Dussolier. Attention Thibaut, faut pas tomber dans la cancel culture non plus, hein. C'est vrai que l'ami Cristiano Ronaldo est plus proche de la fin que du début. D'ailleurs, aujourd'hui, il a même plus de club. On parle de lui en MLS. Oui, mais attendez, comment tout ça va finir? On reste pas impunément en une des journaux du monde entier pendant autant de temps. Alors je vois que deux sorties de scène possibles pour lui. La première, Marlon Brando, c'est-à-dire reclus, difforme, au fond d'une grotte façon colonel Kurtz dans Apocalypse Now. De lui, il ne resterait qu'une silhouette et le souvenir de quelques rôles inoubliables. Ça, c'est la première option. Deuxième option, option André Dussolier. Là, c'est tout le contraire. Être André Dussolier, c'est ne jamais quitter l'écran, tourner 150 films par an pour y interpréter toujours le même rôle secondaire, le voisin sympa, le beau-père progressiste, l'ami un peu coincé mais attendrissant. Bref, c'est préféré l'omniprésence médiocre à la glorieuse absence. Or, je crois que dans l'équipe du Portugal, on le sent bien, Cristiano, qui était plutôt parti pour une trajectoire façon Marlon Brando, est en train de se rapprocher dangereusement de la zone de confort d'André Dussolier, au point de gratter des buts à la place des premiers rôles qu'il ne peut plus exercer. Oui, peut-être même un petit parallèle à faire avec Michel Drucker, non? Euh, Ouais, j'ai hésité, ce sera pour une prochaine chronique, Michel Drucker. Et donc, ton détail du jour, toi, c'est André Dussolier. Je vois pas bien le rapport, mais Le détail, c'est que la FIFA aurait pu faire amende honorable. Et plutôt que d'attribuer ce but à Bruno Fernandes, elle aurait dû l'offrir à Ronaldo pour service rendu. C'est vrai, ça, combien de buts impossibles il a mis dans sa carrière? Combien de fois on l'a vu sauter par-dessus tout le monde, tirer de toutes ses forces, montrer ses abdos, ses cuisses, et ensuite sourire à la caméra? Bon, ok, il y a quelques pénaux mis dans le lot. Mais il fallait les mettre tout de même, tous ces buts. Et au total, c'est vertigineux. En 20 ans de football à très haut niveau, CR7, c'est 819 buts en 1142 matchs. Alors voilà. Moi, je suis un peu inquiet pour lui et sa fin de carrière. À trop vouloir se contempler sur l'écran, j'ai peur qu'il se réserve une fin de carrière qui n'en finit plus de finir. Alors je prie pour une chose, que l'envie ne lui prenne pas de faire du cinéma. Comme il n'y a qu'un seul Cristiano Ronaldo, il n'y a qu'un seul André Dussolier, et c'est déjà largement suffisant, je crois. tout à fait. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet pour sa fin de carrière. Bon, après, c'est vrai que
Toi aussi, Thibaut, t'as pas mal tendance à te regarder dans le miroir, mais bon, c'est pas grave. On a tous un petit côté un peu égocentrique. J'aimerais bien avoir les abdos de Cristiano en revanche. Bon, merci Thibaut, et on se retrouve demain pour une nouvelle Demain, chronique. ça marche. Ciao. Merci beaucoup à Thibaut pour cette nouvelle chronique. Thibaut, évidemment, qu'on retrouve tous les jours jusqu'à la fin de cette compétition pour cette chronique, en tout cas sur Cristiano Ronaldo et sa réclamation pour son but ou son non-but plutôt. On va filer sur l'autre match du groupe, ce Ghana-Uruguay, qui nous rappelle quelques bons souvenirs quand on revient 12 ans en arrière. Zach, sans blague, t'avais quel âge en 2010 ? J'ai pas vraiment envie de le dire, je t'avoue. Je préfère Zach. garder le mystère. Zach ? J'avais 4 ans. Non, pour de vrai, Voilà. j'avais 10 ans. Mais ça m'a Voilà. beaucoup marqué. Je t'avoue que c'est un des matchs qui m'a le plus marqué. Il avait En 2010. 10 ans. Il avait 10 ans. Ouais, non, c'était un match ultra marquant. Et justement, cette petite revanche, même si c'est évidemment pas le même contexte et pas la même compétition, tu voulais nous en parler, nous parler de ce traumatisme ghanéen. Et oui, car je pense que beaucoup de gens attendent ce moment. On va avoir droit à un Ghana-Uruguay décisif à 16h, 12 ans après un scénario légendaire pour les Uruguayens et traumatisant pour les Ghanéens. Donc, petit rappel, en 2010, les deux nations s'affrontent sans parvenir à se départager au bout du temps réglementaire avec un score de 1 partout. À la 120e minute, le Ghana obtient un coup franc. Et sur une action confuse où Luis Suarez repousse sur sa ligne une première fois le ballon, un deuxième tir revient sur l'Uruguayen qui cette fois-ci stoppe le ballon des deux mains pour l'empêcher d'entrer. La suite, on la connaît. Asamoah Gyan se présente face à Fernando Muslera pour envoyer son pays en demi-finale de Coupe du Monde, mais le rêve se voit repoussé par la barre transversale. L'arbitre siffle dans la foulée la fin des prolongations et le Ghana craque lors de la séance de tir au but. Un véritable traumatisme pour le Ghana et son peuple, et une véritable déception pour le continent africain, à deux doigts de voir pour la première fois de son histoire l'un de ses représentants en demi-finale de Coupe du Monde. Le premier traumatisé, on s'en doute, c'est le tireur, Asamoah Gyan, sur qui l'attendent de millions de personnes à reposer. Le joueur qui a tout de même fini dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2010 et dans les 23 du Ballon d'Or a en effet connu une suite de carrière bien différente de celle qu'on aurait pu lui imaginer. Promis à un avenir radieux, Gyan quitte le Stade Rennais après la Coupe du Monde pour Sunderland, avant de voyager un peu partout, entre les Émirats Arabes Unis, la Chine, la Turquie et l'Inde. Hors du terrain, la suite est moins glorieuse que prévu également. Un journaliste soupçonne le joueur en 2014 d'avoir eu recours à de la magie noire pour sacrifier son ami Theophilus Tagaoé et sa compagne. À peine quelques heures après l'apparition de cette rumeur, le journaliste en question est agressé par deux hommes que Bafour, le frère de Gyan, aurait recrutés. Alors si vous voulez plus de détails sur cette histoire, je vous invite à vous tourner vers un format de qualité nommé Avec des Si, d'un média tout autant de qualité et avec un chroniqueur également de très grande qualité dont je ne citerai pas le nom, qui raconte très bien l'histoire autour de ce match. C'est gentil de parler Valentin comme ça, il en a besoin. Voilà, c'est ça. Et donc, qui vous racontera très bien l'histoire autour de ce match et les conséquences pour les deux équipes par la suite. La décennie 2010 est ensuite mitigée pour le Ghana. Lors de la Coupe du Monde 2014, les Black Stars terminent dernier de leur groupe et ne parviennent pas à se qualifier pour l'édition 2018. La sélection réalise cependant des parcours honorables à la CAN avec 3 demi-finales en 2012, 2013 et 2017 et une finale en 2015, perdue au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Un trophée continental qui fuit le Ghana depuis désormais 40 ans. Ça tombe bien, le peuple ghanéen a l'occasion d'oublier un moment cette longue disette. Une qualification face à l'Uruguay demain serait à la fois un exploit sur un plan sportif, en sortant d'une poule très relevée, et bien sûr symbolique face aux briseurs de rêve de 2010. On a senti hier dans les médias que le match approchait à grands pas. Un journaliste a d'ailleurs réussi à obtenir une réaction de Luis Suarez sur son geste de l'époque. Encore perçu aujourd'hui par beaucoup comme le diable en personne au Ghana, El Pistolero n'a pas souhaité s'excuser en conférence de presse. Je n'ai pas à m'excuser pour ce que j'ai fait. J'ai touché le ballon de la main, mais le joueur ghanéen a manqué le penalty, pas moi. Peut-être que je me serais excusé si j'avais blessé un joueur, ce qui n'a pas été le cas. Une réponse qui a le mérite d'être honnête. Et chez les Ghanéens, on tente de calmer le jeu, que ce soit du côté d'André Ayew, déjà présent en 2010, ou d'Otto Addo. Le discours est le même, ne pas penser à cette tragédie et rester concentré sur la qualification en 8e de finale. Mais quand je vois le sourire de Jordan Ayew en interview quand on lui évoque la rencontre de 2010, je suis persuadé que les joueurs ghanéens se serviront de cette amertume d'il y a 12 ans pour aller décrocher une qualification. Eh bien, merci beaucoup, Zach, pour cette très très belle chronique qui nous a fait un petit flashback de 12 ans en arrière. Mais messieurs, question, vraiment, réponse courte, je veux un mot. Luis Suarez, héros uruguayen et bourreau de l'Uruguay, mais ce geste, on le comprend, évidemment. Complètement. Zach ? J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre du coup du haut de mes 10 ans sur le moment, je t'avoue. Mais avec le temps et en prenant en maturité, je le comprends de plus en plus, ouais.
Ouais, bah évidemment. En tout Je le cas, fais tous les jours pour la France, hein, je te le dis. Oui, Ouais, mais ouais, exactement. En clairement. fait, la question est exactement là, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a tous vécu pour un drame, parce que comme beaucoup, on était derrière les Black Stars à cette époque-là, mais qui étaient en passe d'écrire l'histoire, mais en tout cas, il a absolument pas à s'excuser pour son geste, ça c'est complètement clair. On va filer sur les groupes du soir, sur les matchs de 20h, un match qui reste totalement indécis, et dans un contexte très particulier que Loïc Trégorès, spécialiste des Balkans et notamment du foot de l'ex-Yougoslavie, va nous expliquer pour ce très alléchant Serbie-Suisse. Alors aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Loïc Trégorès, Loïc qui est spécialisé sur les questions de géopolitique dans les Balkans. Évidemment, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de ce match qui a lieu aujourd'hui entre la Serbie et la Suisse. Ce match qui arrive dans un contexte avec un climat assez tendu, notamment sur la question du Kosovo. On a vu que les joueurs serbes avaient manifesté leur opinion par rapport à la question kosovarde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a autour de cette question kosovarde pour ce match-là? La question du Kosovo, c'est que si on veut la résumer à très grands traits, côté serbe, on considère que le Kosovo, ça fait partie de la Serbie, légalement, historiquement, et donc on n'accepte pas que le Kosovo soit devenu un pays indépendant. Donc, ce n'est pas lié du tout à un match contre la Suisse, quand bien même certains joueurs suisses seraient d'origine kosovare, albanaise kosovare. Donc voilà, vous avez ça. Et puis, bien entendu, dans l'autre sens, vous êtes au Kosovo, vous êtes albanais du Kosovo, vous considérez que le Kosovo est un pays indépendant qui existe. Et il s'agit pour eux d'obtenir la reconnaissance politique d'une partie du monde qui ne l'a pas encore fait, parce qu'il n'y a pas d'accord définitif et légalement contraignant avec la Serbie. Accord qui est l'objectif recherché par l'Union européenne et en particulier par le représentant spécial de l'Union européenne sur cette question, qui est un Slovaque qui s'appelle Miroslav Lajčák et qui a probablement le boulot le plus difficile au monde puisqu'il est censé mettre d'accord deux acteurs sur lesquels il n'y a pas de compromis possible. Mais donc, voilà, si on revient à brosser à grands traits, vous avez un territoire où les uns considèrent que ça leur appartient légalement et historiquement, et les autres considèrent que non, c'est un territoire indépendant qui n'a plus rien à voir avec la Serbie. Est-ce que justement la Coupe du Monde et la visibilité internationale que ça représente, c'est aussi un moyen de faire valoir sa position, que ce soit plutôt du camp de la Serbie, du coup, puisque le Kosovo ne participe pas à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est un moyen de faire une sorte de lobbying auprès de la reconnaissance internationale? Non, ça je crois pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres instances pour le faire. La Serbie a fait un lobbying très intense dans certaines organisations internationales comme l'UNESCO, comme Interpol, pour empêcher le Kosovo d'entrer. Elle a derrière elle un certain nombre de pays, la Russie bien entendu, la Chine à un degré moindre, parfois l'Espagne. Donc ces occasions de lobbying, elles sont présentes tout le temps en fait. À l'inverse, en 2013, quand ça allait pas trop mal et qu'il y avait eu un accord entre les deux sous l'égide de l'Union européenne, la Serbie avait accepté de ne pas faire œuvre d'obstruction pour un certain nombre de choses, notamment les fédérations internationales de sport. Et c'est la raison pour laquelle le Kosovo avait pu intégrer le CIO, la FIFA et tout ce qui s'ensuit. C'est une affaire indifférente. C'était une affaire indifférente à l'UNESCO ou à Interpol, qui sont les deux exemples qui me viennent en tête. Donc le lobbying, il est fait tout le temps, si vous voulez. Et surtout, les positions, il faut bien comprendre ça, les positions sur le Kosovo, elles sont arrêtées depuis 10 ans. Ça veut dire que j'avais fait ce travail de regarder un peu qui a reconnu le Kosovo et quand. Et l'écrasante majorité des pays qui ont reconnu le Kosovo, on est entre 100 et 110, c'est pas très clair. Ils l'ont fait entre l'indépendance en 2008 et, disons, 2012. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance est un acte politique et les pays qui politiquement étaient plutôt du côté occidental avaient de toute façon reconnu le Kosovo d'emblée. Il n'y a pas eu de vrai mouvement de reconnaissance significative du Kosovo depuis une dizaine d'années. Et c'est aussi pour ça que la diplomatie du Kosovo s'était déportée sur d'autres types d'acteurs. Par exemple, les grandes entreprises. C'était un gros truc que Facebook reconnaisse le Kosovo. Créer un compte Facebook,
Avant, quand vous vouliez le créer depuis Pristina, ça vous indiquait que vous étiez en Serbie. Maintenant, ça vous indique que vous êtes au Kosovo. Ok. Google Maps. Est-ce que Google Maps, vous avez des pointillés ou vous avez une vraie frontière internationale? C'est tout con, hein, mais on est dans la reconnaissance symbolique. Donc, dès lors que, j'avais appelé ça une diplomatie de la compensation, c'est l'idée que vous prenez acte du fait qu'il y a entre 80 et 90 États dans le monde qui ne bougeront pas, qui considèrent, pour des raisons qui les regardent, que le Kosovo n'est pas indépendant. Mais il y a beaucoup de pays qui disent « nous, on ne bouge pas tant que vous n'avez pas conclu un accord avec la Serbie ». D'où l'importance de savoir ce qu'il y aurait potentiellement dans cet accord avec la Serbie, si on parle de reconnaissance, ou si ils disent, voilà, si la Serbie signe un truc, moi je vous reconnais, c'est bon. Mais tant que ce n'est pas fait, c'est bloqué. Or, signer un truc définitif et contraignant, qui est l'objectif de l'Union européenne, bah, c'est compliqué. Encore merci à Loïc Trigourès, donc spécialiste du foot des Balkans, pour cette très très intéressante chronique. On sent que ce match va sentir le soufre, notamment sur le plan géopolitique et politique, notamment à l'intérieur de la Suisse, mais aussi de la Serbie, où le foot est vraiment, vraiment très très utilisé à des fins politiques, comme l'a très bien expliqué Loïc. Messieurs, on va passer sur l'autre match de ce groupe, le Brésil, qui est quasiment déjà qualifié. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce petit Cameroun-Brésil? Je vous laisse 1 minute pour en parler. Écoute, vu que le Brésil va sûrement faire tourner, moi j'ai envie de croire une victoire du Cameroun, comme ça a pu se produire pendant Tunisie-France, parce que malgré la qualité des joueurs, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et le Cameroun, je pense, va être surmotivé pour aller décrocher une qualification. Donc, victoire du Cameroun pour moi. On prend les paris, Bilal. Ouais. Après, il faut voir la gueule de l'équipe 2 du Brésil. Hein. C'est une Ah oui, équipe, non, mais elle je dis peut pas, je dis jouer pas l'inverse. la victoire finale, hein, c'est un truc de fou quand même. Hein. Genre, donc on va voir, effectivement, eux, ils sont qualifiés, etc. Moi, du coup, comme ils jouent rien finalement, je dirais le nul. Et après, ça dépend aussi de la présence d'Aboubacar sur le terrain ou non. J'imagine qu'il sera titulaire cette fois. mais ouais, du coup, je pense à un petit nul. Mais putain, j'étais impressionné quand je revoyais encore cette équipe 2 du Brésil. C'est lunaire. Ouais, c'est clairement assez impressionnant, et on va voir, parce que dans l'autre match, il y a clairement tout à jouer entre le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Ça va être très très intéressant. Ben, messieurs, on touche au bout de cette émission. À très bientôt. Je vous souhaite de bien profiter de cette Coupe du Monde, sans oublier évidemment les conditions de son organisation. Et n'oubliez pas non plus que tout de suite après le Mondial, c'est Noël, et qu'il sera enfin venu le temps de lui faire sa fête. Merci, à bientôt.